Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 78 du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Marco D'Amico, reporter pour Montreal Hockey Now. Marco, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Très bien, Marco. Merci beaucoup d'accepter à nouveau mon invitation et de joindre à nous au Temps d'arrêt. La saison du Canadien a terminé cette semaine. On a eu dans les derniers jours le bilan des joueurs, de la direction du Canadien. Et je trouvais pertinent de faire un épisode consacré là-dessus. On va faire notre propre bilan. Tu as été très bien placé pour analyser ce qui s'est passé cette année en étant constamment attitré à la couverture du Canadien, en étant sur place aussi au Centre Bell. Donc, tu as vu des choses d'un point de vue privilégié, si on peut dire comme ça. On va aussi parler un petit peu de la loterie. Là. Aujourd'hui, vendredi 18 avril, on a eu une belle nouvelle hier en provenance de l'Arizona. On s'est réveillé et le Canadien avait le 28e, terminé au 28e rang dans la LNH. Donc, pour expliquer un petit peu aux gens ce que ça veut dire, en fonction de la loterie, qui sera le 6 ou 7 mai, là, je pense que ça n'avait pas encore été confirmé. Donc, ça donne aux Canadiens 8,5 des chances de repêcher premier, 8,6 d'être deuxième, 0,3 d'être troisième, donc très, très peu de chances à ce niveau-là. La position qu'on obtient en ce moment, ben, c'est la cinquième. On a 24,5 de chances. La majorité des probabilités est qu'on reculerait d'un rang au rang 6, 44 des chances. Et finalement, le plus loin qu'on peut repêcher, c'est au septième rang à 14,2 de chances. Donc, quand même, on peut retirer plusieurs choses de ça. Ce que j'aime regarder, c'est qu'on a plus de chances d'être premier et deuxième que d'être septième. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette position finale du Canadien en vue de la loterie, là? Je pense que si tu aurais dit aux Canadiens, aux partisans du Canadien de Montréal que la saison se terminerait avec une 28e place et que les jeunes ont progressé, je pense que tout le monde serait content. Je pense que Absolument. pour une reconstruction, c'est idéal. Euh, et là, on le sait, comme tu le dis, on ne sait pas où est-ce que le Canadien vont repêcher. L'année passée aussi, ils ont fini 28e. Euh, Ils ont rentré dans les 24 de chances de rester au cinquième rang. Il n'y a Ouais. personne qui a bougé avant le troisième avant-dernier rang, où ce que Chicago a fait le saut pour grimper au premier rang et Anaheim a glissé au deuxième et Columbus, etc. Donc, je m'attends à une surprise cette année. Je pense que OK. vraiment, là, je m'attends à une surprise. Je pense qu'une équipe hors du top 5 pourrait gagner. Puis j'ai aucune information parce qu'il n'y a personne qui peut avoir de l'information là-dessus. Ouais. Mais euh, pour moi, j'ai juste un feeling. Je pense que si tu regardes depuis que la Ligue a instauré l'espèce de fameuse règle où ce que tu ne peux pas grimper plus que 10 rangs, Ouais. tu n'as jamais vu un club vraiment grimper. Je pense que le plus qu'on a vu depuis ce temps-là, c'est les Devils de New Jersey qui sont passés du sixième avant-dernier rang au deuxième rang en 2022. Autre que ça, Chicago était troisième avant-dernier, Canadien était dernier, Buffalo était dernier. Euh, Puis les Rangers, écoute, ça compte pas parce que la LNH a décidé de faire Ouais. les choses différemment. Mais pour moi, je trouve ça intéressant. Ce serait le fun de voir une équipe qui n'est pas. Écoute, ça peut être le Canadien comme ça peut être n'importe quelle autre équipe. Ouais, Ce ouais. serait excessivement drôle que ce soit Arizona, Utah, exemple, qui n'ont jamais gagné une loterie, même si tout le monde pense que c'est truqué. Donc, pour moi, ça serait intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plusieurs partisans qui aimeraient voir Macklin Celebrini aller dans un marché où ce que les clubs ne se font pas glisser du classement intentionnellement, comme on le voit Ouais. avec, mettons, San Exactement. Jose ou Chicago. Chicago, Pour ouais. moi, ce serait intéressant de voir une équipe, même pas premier, même le deuxième exemple. Exemple, Calgary monte, je pense qu'en ce moment, son huitième ou Huitième, peut-être ouais. neuvième avant-dernier. Le moment que cet épisode-là va sortir, on va savoir le sort. Là. Mais je me dis que si tu regardes un Calgary, exemple, s'il monte deuxième, ce serait écœurant, ce serait le fun. Vraiment. Parce qu'à date, on n'a pas vraiment beaucoup d'actions en loterie. Là. Le décompte est toujours le même jusqu'à temps que tu arrives au top 5. Disons Donc, que ça devrait être le fun. ça serait une belle manière pour la nouvelle franchise de l'Utah
d'obtenir le premier choix et d'avoir un joueur potentiellement élite comme Macklin Celebrini. Pour terminer sur la loterie, petit clin d'œil par rapport à ce que Kent Hughes a dit mercredi en conférence de presse. Il a mentionné qu'il sélectionnerait le meilleur joueur disponible selon leur liste au 5e rang. Contrairement à l'année passée, on a beaucoup de défenseurs de haut calibre cette année au repêchage qui risquent de sortir dans le top 10. Est-ce que tu penses que si jamais on est dans une éventualité où les attaquants sortent, les 3-4 meilleurs attaquants de la Ligue du Canadien sortent avant le choix du Canadien, penses-tu vraiment que Kent Hughes pourrait y aller d'un défenseur, par exemple, si le premier défenseur sur sa liste, c'est Anton Siayev, penses-tu vraiment qu'on pourrait y aller avec ça, considérant le fait qu'il a lui-même dit qu'on a besoin d'un punch offensif supplémentaire? Là? Oui, absolument. Il a dit qu'il a besoin d'un punch offensif supplémentaire en attaque. Ouais. C'est ça la citation directe. Écoute, en regardant la réponse à cette question-là, que j'ai vraiment. C'est le fun de regarder l'espèce de langage corporel du DG quand il parle de même. Quand il parlait de sélectionner un défenseur, il a dit que le défenseur doit avoir un potentiel vraiment hors de la norme comparé à ce qui reste en termes des attaquants sur la liste. Donc, fameuse phrase qu'il a utilisée l'année passée aussi quand il a parlé de la combinaison d'atouts qui fait en sorte qu'est-ce qui pourrait décider qui est le meilleur joueur disponible selon eux. Et on a vu que la position affecte l'évaluation. Ouais. Donc, pour moi, ce qui ne m'a pas dépassé, c'est le fait qu'il a ouvert la porte au fait que si il voit rendu proche du repêchage avec les conversations avec les autres clubs, les autres agriculteurs, que bel et bien, à leur rang, ils risquent d'avoir que des défenseurs, ce que je doute. Et on peut parler de ça un peu plus tard aussi, mais il a dit qu'il pourrait transiger ou monter ou descendre. Et personnellement, je pense qu'il va faire aucune de ces choses-là. Il va choisir un attaquant parce que si on regarde les choses en ce moment, si on regarde le classement, c'est certain que Macklin Celebrini, on ne le touche pas, c'est numéro 1. Ouais. Mais après ça, si on regarde les listes variables, la centrale, Bob McKenzie, tu peux regarder Dauber, Elite Prospects aussi. Scott Ils Wheeler, ont tous au moins, Scott Wheeler, si je me trompe, Corey Promin est sorti avec quelque chose hier aussi par rapport à ça. C'était quelque Il chose. n'y a pas une liste. Il n'y en a pas une liste à travers la Ligue nationale en ce moment qui n'a pas au moins 2, sinon 3 défenseurs dans le top 5. Il n'y en a pas. Donc, si le Et les noms Canadien varient ne aussi. Tu gagne as pas la parlé de loterie, Promnin, Carter, Yakemchuk qui s'est retrouvé au 3e rang sur sa liste hier. Donc, on sait que Promnin, c'est ça qu'il faut parfois, faire attention. Il aime prendre certains virages, là, mais effectivement, donc, comme tu as dit, il y a beaucoup de défenseurs de haut calibre qui sont présents. Ce pas nécessairement les mêmes qui se retrouvent au sommet de chaque liste. Donc, ça va vraiment rendre le processus intéressant. Puis plus on va se rapprocher du repêchage, plus il va y avoir de spéculation. Mais disons que on risque d'avoir quand même, comme tu l'as laissé entendre, avoir un attaquant potentiellement intéressant pour nous. Là. Absolument. Puis qu'est-ce que je trouve différent de ce repêchage versus les 3 autres, c'est la quantité de défenseurs droitiers. Artyom Levchunov, Zane Parek, Carter Yakimchuk, David Yerichek, la liste continue. Et ouais, c'est ça. Fait que si on se base sur ça versus exemple 2022, il y en avait juste 2. Right? 2022, c'était Nemitz, Yerichek, that's it. Et les 2 sont partis 2 et 5. Pas par chance. Et après ça, tu as eu un suivi parce qu'on ne s'attendait pas à voir Kevin Korchinski sortir dans le 7e, peut-être 10e. Mais après ça, 10e, tu as eu Pavel Mintyukov aussi. Donc, c'est ça, je dis, le moment qu'un défenseur est pris, c'est correct. Le moment qu'un deuxième défenseur est pris, mais là, tu commences, la poussée, selon moi. Ouais. Et je crois que c'est vraiment un repêchage. Si tu regardes les clubs qui sont dans le fond de classement en ce moment, si San Jose ne gagne pas le premier choix, je ne sais pas comment ils prendraient pas un défenseur. Si tu regardes leur bassin d'espoir, ils n'ont aucun défenseur, sauf, si je me trompe, Luca Cagnoni, qui a eu 90 points dans la WHL cette année. Ils n'ont personne d'autre. Chicago n'a pas. Michael Madulin, oui, à la gauche, mais personne à la droite. Ouais, c'est ça que je voulais dire.
Chicago, même concept. Ils ont Kevin Ouais, Korchinski, Ethan Del Mastro. Il y a certains, mais encore une fois, tout à gauche, pas un droitier. ouais, Et on peut faire le même exercice aussi avec Anaheim. Anaheim, c'est des parties de Jamie Drysdale. En ce moment, leur meilleur espoir du côté droit, c'est Tristan Luneau, qui, selon moi, est un bon joueur, mais probablement un plafond de top 4, pas vraiment un premier paire. première paire, ouais. Donc, encore une fois, tu regardes qu'est-ce qui est dispo, tu regardes les équipes. Le seul club dans le bas 5 que je ne verrais pas prendre un défenseur, c'est Columbus, parce qu'ils en ont Columbus. assez. Ouais, Donc, pour moi, après ça, la conversation se joue parce que tu as Celebrini, tu as Demidov, tu as Lindstrom. c'est ça. Après ça se complique aussi. Tu as Ouais, Eginla, tu as Katin. Donc, plusieurs options. Et je me dis, il commence à se développer un top 12 où tu as à peu près 7 défenseurs, 5 attaquants ou vice-versa. Je doute fortement que le Canadien aurait à descendre. Sauf si le défenseur disponible à l'heure est vraiment de haut calibre et ils se font donner un très gros lot pour faire la transaction. ouais. C'est la seule façon que je le verrais. Bien d'accord avec toi. Donc, beaucoup de choses intéressantes à discuter en marge de ce repêchage-là. Tu as mentionné tout à l'heure que le Canadien a terminé au même rang que l'année passée. On peut quand même voir une amélioration par rapport aux statistiques, par rapport aux produits qu'on a vus sur le terrain. Je pense ça a été quand même assez amusant d'entendre Kent Hughes poser la question à un journaliste si lui-même il trouvait que le club avait été amélioré. Mais au point de vue des statistiques, ben, c'est 76 points cette année, c'est 8 de plus que l'année dernière. C'est une victoire de moins, mais c'est 9 défaites de moins aussi. Donc, beaucoup de défaites en surtemps, donc par marge d'un but, aussi en surtemps, en temps réglementaire, par marge d'un but. Donc, peut-être que la fiche du Canadien elle est ce qu'elle est, mais on a terminé huitième dans l'Atlantique, mais beaucoup d'améliorations par rapport à l'année passée. Parlons un petit peu justement du travail des entraîneurs. Mercredi, Martin Saint-Louis a signé une prolongation de contrat de 2 ans. Donc, pour les 3 prochaines années, à moins d'un congédiement ou d'un départ, il sera l'entraîneur du Canadien. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de ses adjoints. Hein. Burroughs, Letalski, Éric Raymond sont tous en contrat pour l'année prochaine, ont besoin d'être prolongés. L'équipe a terminé au 6e pire rang au niveau de l'avantage numérique. Donc, il y a eu des bons moments, mais ça a été en montagne russe, plus souvent vers le bas. Est-ce que tu vois potentiellement un changement au niveau de cette équipe d'entraîneurs? J'envisage pas de changement personnellement selon ce que Ken Hughes a dit hier. Ouais. Il semble être satisfait. Euh, pour ce qui est de l'avantage numérique, écoute, je pense que tout le monde le sait, le Canadien manque de talent. Ouais. C'est assez direct. Et quand tu perds un Kirby Doc, c'est certain que ça fait mal aussi. Mais je crois que l'avantage numérique va être beaucoup mieux l'année prochaine avec un Kirby Doc en santé et un Juraj Slavkovski en confiance avec son tir. Et c'est Ouais. là où ce que C'est vrai. je vois qu'est-ce que Burroughs essaie de faire avec l'avantage numérique avec Martin Saint-Louis. C'est assez direct. Il veut faire la même stratégie que Tampa Bay avec l'espèce de diamant à deux tireurs. Puisque tu as Caulfield d'un bord, qui est Stamkos, et tu as Slavkovski de C'est vrai. l'autre bord, qui serait dans ce cas-ci Kucherov. Je fais juste position, là, je ne Ouais. compare pas. Euh, et pour le moment, tu aurais Michael Matheson. Éventuellement, tu aurais peut-être Lane Hudson sur la première vague aussi. Donc, ce que je trouve qui fait mal aux Canadiens, côté avantage numérique, c'est qu'ils ont juste une vague. Ouais, c'est ça, le manque de profondeur. Et le moment que tu commences à avoir deux bonnes vagues d'avantage numérique, ben là, tu commences à avoir des buts secondaires et c'est ça qui fait augmenter ton taux. Ouais. Donc, l'année prochaine, si le monde sont en santé, ben Alex Newhook est sur la deuxième vague. Euh, Joshua Roy, s'il fait l'équipe, est sur la deuxième vague. Exemple, si le Canadien fait une autre acquisition pour le top 6 cet été, ce qui me surprendrait du contraire, ce joueur-là, sauf si c'est vraiment une étoile, risque de jouer sur le deuxième avantage numérique aussi. Donc, Ouais. c'est pour ça, le plus que tu développes une alternative à l'offensive, mais c'est là où -ce que ça va devenir plus difficile à défendre et c'est là où -ce que je suis prêt à donner un peu de corde de lousse mettons, un Burroughs, même À si Burroughs, les ouais. résultats ne sont pas là. C'est un bon point, une bonne approche.
je pense que ça serait injuste de le condamner lui-même. Reste à voir justement la durée de si contrat il y a, la durée de contrat qu'on pourrait leur offrir. Je pense que Éric Raymond a fait du très bon travail avec les gardiens de but. Là, on en viendra aux gardiens de but, un Absolument. petit peu le bilan, mais c'est vraiment, je trouve, il amène une approche particulière avec ses gardiens de but. Je pense qu'il est très bon au niveau mental pour eux aussi. Lançons-nous justement dans décortiquons un petit peu le bilan de cette équipe-là. Là. Commençons avec l'attaque. Et vraiment, ce qui est frappant, c'est à quel point euh, le rendement a été divisé en quelques sections. Commençons par ceux qui ont obtenu les meilleures notes, disons, à leur bulletin, à leur fiche de saison. Donc, évidemment, c'est le premier trio. Et ça a commencé lorsque Nick Suzuki, au début du mois de décembre, est allé voir son entraîneur pour lui proposer de mettre Slavkovski sur sa ligne. Depuis, ça a été une production qui n'a pas eu de fin, en fait, hein, du début jusqu'à vers la fin de la saison. Cette ligne a terminé cinquième dans la LNH pour les buts marqués ensemble avec 40. Énorme progression de la part de Slavkovski qui a terminé avec 20 buts, 50 points. Caulfield, on en viendra de son cas, mais quand même 28 buts, 65 points pour une saison désastreuse selon certains. Là. Et Suzuki, évidemment, 33 buts, 77 points. On a vu une chimie grandir et je pense vraiment que ce sont les trois attaquants qui ont fait en sorte qu'on a eu un spectacle acceptable en cette deuxième moitié de saison, même durant l'année au complet. Là. Absolument. Écoute, le premier trio, à chaque fois que ça touchait la rondelle puis il montait vers la zone offensive, tu voyais les partisans quasiment se lever pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Mm. Et je crois que ce trio-là devenait de plus en plus dangereux le plus que Slavkovski devenait efficace. Ouais. Et je pense que c'est là, le moment que Slavkovski a commencé à cliquer sur le fait qu'il peut utiliser sa grande portée et son corps pour défendre la rondelle et gagner des batailles le long des rampes, mais c'est là où ça a changé toute l'allure du premier trio parce que, à place, si on regardait au début de l'année, il n'y avait pas beaucoup de temps soutenu en zone offensive pour le Canadien de Montréal. Ouais. Là, il y en avait beaucoup On courait plus en après la deuxième rondelle. moitié. Exactement. Et c'était eux autres qui contrôlaient le jeu. Vraiment, à 5 contre 5, c'était vraiment intéressant à voir. Et le fait qu'ils étaient aussi combatifs, pas juste Slavkovski, mais on a vu Cole Caulfield donner des mises en échec percutantes durant la Ouais. saison. Je me rappelle toujours du match du 14 mars contre Boston où il a frappé Brandon Carlo contre la bande, faisant en sorte que la rondelle sorte vers Slavkovski qui a fait une petite passe à Suzuki pour un but. Mm. C'est exactement le même concept. Même si tu es 5 pieds 8, je le sais, il faut que tu sois fort. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois capable d'avoir un impact même si tu ne marques pas. Puis c'est ça que j'ai aimé de quelqu'un comme Caulfield. Suzuki et Slavkovski, on le savait déjà. Et, L'autre affaire, c'est que Cole Caulfield a diversifié son jeu offensif aussi. exactement. Ouais. On s'attendait tous à 40 buts. Moi, j'avais une petite gêne, j'ai dit peut-être 30. Je t'approche. Il Je ne suis t'approche. quand même pas un génie là-dedans, là, mais ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de passes, il a été beaucoup plus généreux. Et une des choses que j'aimerais juste pointer du doigt, je sais que le monde va regarder, ah, ben, c'est pas la même chose. En termes de buts attendus pour Cole Caulfield, on parle de 36 buts cette saison. Buts attendus. Donc, selon la norme, selon qu'est-ce qu'il fait sur la glace, il aurait dû marquer 36. Donc, pour moi, tu vois déjà là, 8 buts de non marqués, Ouais. c'est de la mauvaise chance. Puis ça arrive à des joueurs, Ah ouais, absolument. c'est normal. Donc, je m'attends à une très bonne saison l'année prochaine, mais comme j'en ai parlé tantôt, le moment que tu vas avoir un vrai deuxième trio, puis on l'a vu Ça va un être peu lui. les 10 derniers matchs, parce que le deuxième trio a vraiment fait le travail les 10 derniers matchs, puis ça l'a aidé le premier. Mais le moment que tu as vraiment un deuxième trio, ben c'est là où que les match-ups deviennent très difficiles pour l'autre équipe. Ouais. Et tu n'as pas besoin. Là, en ce moment, tous les meilleurs joueurs défensifs des autres équipes, tout Se contre le concentre premier sur une trio. ligne. Ouais. C'est ça. Maintenant, si tu en as deux, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un mélange. C'est là où que Martin Saint-Louis aussi pourrait commencer à jouer avec ses trios. Parce qu'il pourrait sortir Suzuki et Slavkovski avec un Dak qui est encore là et ensuite l'échanger pour un Cole Caulfield une fois que la possession est accentuée en zone offensive. Tu sais, Ouais. c'est des petits jeux comme ça qui Beaucoup de vont faire toute la possibilités. différence. Du côté de Caulfield,
Je pense que si on nous avait dit en début d'année que ce joueur-là terminerait à 65 points, tu as parlé des buts, oui, mais 65 points, qu'il serait un joueur plus complet le long des rampes, qui serait plus impliqué défensivement, je pense que tout le monde signerait sur la feuille. Comme tu as dit, on avait probablement des attentes surdimensionnées. La réalité, c'est qu'il a eu des creux de vagues, hein. Il y a eu des périodes, des slumps, si on peut dire, des périodes plus secs. J'imagine plus sa carrière va avancer, comme tout bon buteur, ben, ces périodes-là de sécheresse, elles vont rapetisser. Du côté de Slavkovski, ben, sa confiance, comme tu as dit, a augmenté toute la saison. Jusqu'à la mi-décembre, il avait 7 points. Il a terminé avec 50. Donc, c'est sûr que ça a été un petit peu déstabilisant pour lui de perdre Kirby Dach. Mais lorsqu'il a gagné en confiance, comme tu as dit, il a utilisé son corps, je pense qu'on a vu tout un autre joueur. Puis finalement, du côté de Suzuki, comme Jeff Gorton a dit mercredi, je pense qu'il s'est vraiment élevé comme étant un premier centre indiscutable. Donc, je pense que chacune des facettes du jeu qu'on a vu de sa part cette année, c'était pratiquement sans faille. Donc, c'est vraiment de bon augure pour ce premier trio-là. Le reste, il y a des éléments positifs, mais beaucoup moins. J'aimerais quand même gratter quelques points positifs. Je pense à 3 noms en particulier. Alex Newhook, qui a été blessé le long, une bonne partie en fait, environ la moitié de l'année, 34 points en 55, de très bons flashs. Mais je pense qu'il pourrait être encore plus dangereux lorsqu'il va être avec des partenaires un petit peu plus établis. Joel Armia, excellente fin de saison, 25 points en 66. Disons que dans le dernier tiers de l'année, ça devenait de plus en plus un joueur difficile à affronter, comme on avait déjà vu dans ses meilleurs moments. Excellent le long des rampes, très bon défensivement. Finalement, Joshua Roy, oui, l'échantillon est quand même petite, mais c'est quand même fort prometteur. Tu as mentionné le fait qu'il pourrait possiblement faire partie de l'équipe l'année prochaine. Je pense qu'on pourrait possiblement le voir justement sur une deuxième ligne s'il connaît un bon entraînement. Donc, pour moi, c'est 3 joueurs qui n'ont pas été excellents, mais qui ont quand même, en qui on peut déceler quand même des points positifs, là. Moi, je pense que le travail avec la rondelle d'Alex Newhook a fait en sorte que des gars comme Yoel Armia et Brendan Gallagher ont été aussi efficaces qu'ils l'ont été en fin de saison. Mm. Pour moi, c'est pas un centre. Je le dis encore, je sais que Alex plusieurs veulent Newhook, le ouais. voir comme troisième centre. Pour moi, c'est pas un centre. Je pense Non, qu'il serait plus idéal à l'aile, sur un top 6 pour l'instant, peut-être un top 9 si tu es vraiment en train de pousser pour une Coupe Stanley. ouais. Mais le gars a marqué à une cadence de 51 points. Donc, c'est pas rien, là. Je sais que le monde dit ah, Ouais. ben, c'est le troisième trio. Il n'y a pas de joueur de troisième trio qui marque à une cadence de 51 Non. points. Sauf si c'est des recrues qui ont commencé au milieu de l'année ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est une bonne acquisition. Est-ce qu'il a peut-être payé cher? Oui. Mais les chances que tu aies un joueur qui marque 50 ou plus de points, puis je m'attends à ce que ce soit plus le moment que Kirby Dach revient et que d'autres joueurs sont acquis, ça me dit que le joueur a beaucoup plus de potentiel qu'on y croyait. Et même s'il a joué sur la première vague de l'avantage numérique, la majorité de ses points sont venus à 5 contre 5. Ouais. Donc, c'est de l'offensive qui est très transférable à la saison prochaine. Donc, je m'imagine qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air quand c'est Alex Newhook qui va gérer la deuxième vague de l'avantage numérique l'année prochaine et C'est que, prometteur. selon ce que je m'attends, le Canadien ait beaucoup plus de talent sur la deuxième vague. Je pense que ça va aider dans ce cas-ci. Et je dirais aussi que sa capacité de transporter la rondelle en pression et la vitesse avec laquelle il le fait va faire en sorte qu'il sera un joueur essentiel en transition et des joueurs avec un très bon niveau de transition, beaucoup de passes dans leur résumé. Donc, je n'ai pas peur en termes d'offensive. Ce que j'aimerais voir et ce qu'on a vu, c'est plus de tirs. Plus de tirs au Ouais. but. Mm. Et on l'a vu, écoute, il a marqué, je pense, 13 ou 14 cette année en une cinquantaine de matchs, donc une cadence de 22 buts. C'est exactement là ce que je C'est m'attends. satisfaisant. Entre 20 et 25 buts par année, 30-35 passes par année, entre Exact. 50 et 60 points, ce serait idéal pour un Alex Newhook. Certains joueurs qui, tu as parlé de Brendan Gallagher, j'ai hésité à le mettre dans mes points positifs. Le Ouais. problème, il a été efficace en zone offensive. Le problème pour moi, c'est sa difficulté à suivre le rythme du jeu. On l'a employé plus souvent vers la fin de la saison dans un deuxième trio. Je pense que
dans un temps de jeu moindre, il serait encore plus efficace, mais ça devient vraiment plus difficile pour lui de suivre un rythme de jeu rapide. Jake Evans, pour moi, quand même un point très, très, très positif, très, très correct, là. 28 points en 82. Est bon contre les meilleurs trios adverses, de la vitesse, bon en désavantage numérique. Donc, pour moi, c'est une note plus que passable pour Jake Evans. Finalement, pour ceux qui ont quand même des résultats corrects, j'ai placé Raphaël Harvey-Pinard là parce que je pense que, pour moi, il n'a pas tant été une déception parce que je pense que son niveau de jeu l'année passée était anormal. Donc, mes attentes était moindre pour lui. Il a été blessé, mais reste que lorsqu'il était sur la glace, oui, ça a moins bien été au niveau des statistiques, 10 points à 45. C'est un gars qui se donnait, c'est un gars qui est sur un quatrième trio, qui peut vraiment déranger l'adversaire. Euh, Peut-être pas à moyen long terme, mais à court terme, je pense quand même qu'il a fait du bon travail. Euh, Peut-être, C'est intéressant. Écoute, pour moi, je pense que si tu regardes la saison de RHP l'année passée, c'est parce qu'il jouait avec Suzuki sur le premier trio et c'est avec ça. quasiment 18 minutes par match. C'est normal que le moment que tu vas commencer à jouer avec Yassi Ulonen et Josh Anderson, la majorité du temps, tu ne vas pas marquer beaucoup plus. Ouais, C'est normal. C'est très, très, très normal. Et donc, j'ai pas peur de ce côté-là. Moi, qu'est-ce qui me préoccupe, c'est sa capacité de rester en santé. ouais, Parce vraiment. que même l'année passée, il a fini la saison avec une blessure. Cette année, il a été blessé 2 fois à long terme. Ouais, Donc, tu sais, quand même pas un gros joueur, mais il a le plus gros cœur dans l'équipe en ce moment. Puis, 100%. écoute, avec Gallagher, je dirais, là, je ne veux pas insulter Gallagher. Euh, puis, je suis d'accord, tu sais, Gallagher, sa vie dans une déception, on le sait. Avec son contrat, il ne va jamais arriver à Ouais, mériter ce contrat-là. C'est un contrat pour ce qu'il a fait par le passé. exact. Ceci étant dit, pas un joueur qui a fait mal aux Canadiens cette Non, année, pas comme 30 l'année points, passée. on va le prendre, là. C'est ça. Pour moi, c'est c'est la vie. T'es pogné avec. Donc, tant et aussi longtemps qu'il ne fait pas mal à ton club et c'est un bon leader et il seconde très bien, selon moi, Nick Suzuki. Il fait le bon pont entre la vieille génération, même si c'est le seul qui reste, et la nouvelle. Donc, pour moi, aucun problème dans ce contexte-ci. Pour moi, le problème, c'est Josh Anderson. 100%. Et il est au sommet de mes déceptions. 9 buts, 20 points en 78. Beaucoup Ouais. trop souvent effacé. Sans implication. Il l'a dit en fin d'année qu'il espère retrouver. Il ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Il espère retrouver son groove, si on veut. Mais Non, je suis 100% d'accord avec toi. C'est il a le besoin de problème. retrouver sa hargne. Ouais. Mais C'est c'est comme difficile à dans expliquer. Dodgeball. C'est pas difficile à expliquer parce que ça se voit. Tu voyais Mais la comment il a différence avec perdu Josh Anderson. ces habiletés-là? Ah, à la Austin Powers, il y a quelqu'un qui l'a volé, peut-être. Ouais, c'est ça. Pour moi, écoute, c'est une question de mentalité. Je pense qu'il s'est trop fait avec le fait qu'il y avait une longue séquence sans but au début de la saison, puis ça a juste été une avalanche depuis. Ouais. Il y avait une bonne période en décembre, parce que tout le monde disait Andy is back. Et après ça s'est ensuite enfilé avec la nouvelle année. Ce qui fait pour moi la différence, puis je pense que c'est quelque chose avec lequel il doit travailler, c'est son taux de conversion en échappée. Ouais. Et écoute, ça se Beaucoup trop travaille, souvent là. manqué. C'est Ouais. certain que ça se travaille. Tu as juste besoin d'être capable de travailler des jeux en espace restreint à haute vitesse. Puis ça existe, il y a beaucoup de camps qui travaillent là-dedans. Il y a beaucoup d'entraîneurs d'habileté qui t'aident avec ceci. C'est pas juste pour t'aider avec les tirs comme Slavkovski avec Dr. Shot. Il y en a plusieurs qui peuvent aider là-dedans. Et je pense que pour un joueur comme lui, avec la vitesse qu'il a, ou ce qui se déprimait le plus, c'est que cette saison, je pense qu'il y avait j'ai compté 22 échappées. Il a marqué une fois. C'est On frappant. parle de 4. On parle de 4%. 4,8%. Ça se peut pas, là. C'est pour ça que je dis, excuse-moi, pas 4%, wow, je suis dans le 20%. Donc, pour moi, être capable de faire la conversion de même, tu dois être capable de marquer sur un échappé au moins 50% du temps, Ouais. à mon avis. Spécialement si tu gagnes 5,5 millions. Donc, Et à sa vitesse. sa hargne, sa confiance, c'est ça qui va faire en sorte. Et avec des joueurs comme ça, ce que je trouve par le passé qui a toujours bien fait, c'est que tu dois couvrir ta base. Et Martin Saint-Louis en a parlé au début de la saison un peu.
puis après ça, on n'en parlait plus parce qu'il ne couvrait plus sa base. Et pour moi, c'est que Josh Anderson est une bête le moment qu'il est impliqué émotionnellement dans un match. Ouais. Donc, c'est pour ça que, par exemple, il joue toujours très bien contre Toronto parce que Toronto joue le physique contre lui. Et il n'aime pas ça. Et Ouais, c'est c'est là vrai. qu'il devient super motivé, mais c'est exactement ça. Quand la Donc, game est plus c'est à flat, lui, on le perd. c'est ça. Donc, c'est à lui d'être sa propre étincelle Ouais. et d'être celui qui frappe, qui commence, qui dérange. Et je pense que c'est avec ça qu'il va être capable de faire rouler le moteur. Mais vrai, pour être vrai et sain envers lui, il n'a simplement pas la vision. C'est rien contre la personne. Il n'a simplement pas la vision de créer des jeux. C'est un gars qui va finir des jeux et Ouais, s'il ne joue pas sur un top 6, pas beaucoup de personnes qui vont l'aider à finir des jeux. À date. vraiment. Mais si Montréal est capable d'améliorer son top 6, même son top 9, bien là, on pourrait commencer à parler de joueurs qui pourraient l'aider à sortir de cette torpeur. Parlons de quelques rapidement là, de cet alignement en profondeur. Donc, des joueurs qui ont eu un moins gros impact. Là, Tanner Person, qui sera joueur autonome à la fin de la saison. Quand même très chic de la part de l'entraîneur Saint-Louis de lui avoir donné du temps de jeu en fin de saison. Colin White non plus ne sera pas de retour, terminé avec un beau 0 point. Donc, il est venu vraiment remplacer Dvorak lors de sa blessure. Euh, Jesse Ilonen, joueur autonome avec compensation, pourrait recevoir une offre de contrat. Peut-être que le Canadien va lui le qualifier pour ensuite échanger ses droits, mais ça a quand même été un petit peu décevant. On s'attendait à plus de lui, là, 8 points en 59. C'est vraiment son implication semblait parfois un petit peu timide, un petit peu gêné d'aller gagner certains pouces, d'aller se battre pour la rondelle. Michael Pezzetta fait son possible, mais c'est un talent quand même limité. Dans un rôle de 13e attaquant, je n'ai pas vraiment de problème avec lui. Christian Dvorak a été blessé quand même une grande majeure partie de l'année. Lui aussi, c'est les blessures depuis son arrivée à Montréal. Mais lorsqu'il était en jeu, quand même, un joueur qui est difficile à affronter, mais qui offre des performances inégales. Donc, voilà, si on veut résumer le restant de cet alignement à l'attaque. Euh, peu de positifs parmi tout ce que je viens de nommer là. Mais c'est marrant parce que malheureusement, Montréal avait la pire récolte de buts de ses joueurs du deuxième, troisième et quatrième trio de la Ligue nationale. Ouais. Donc, si on enlevait Caulfield, Suzuki et Slavkovski, c'était la pire offensive de la Ligue nationale. Ouais. Pire, il faut le dire, pire que Chicago, qui avait personne aussi C'est ça. dans, leur, dans le deuxième, troisième, quatrième trio vers la fin de l'année. Idem pour San Jose. Donc, encore une fois, c'est pertinent et c'est problématique. Tu sais, ça l'aide pas avec Kirby Duck, mais Kirby Duck étant un joueur. Ouais. Tu as besoin de 4 ou 5 autres. On en a parlé. Peut-être que Joshua Roy peut être ce joueur-là Ouais. dès l'année prochaine. Mais ce que j'aimerais Ça peut être. voir, et encore une fois, on en parlait depuis tantôt, qu'on fait de la place pour d'autres jeunes. Euh, je ne dis pas qu'on doit rusher, exemple, que le Canadien doit rusher un Owen Beck ou un Philippe Méchard, mais tu as Emile Heinemann Ouais. qui va avoir quoi, 24 bientôt? Tu as besoin de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, c'est une opportunité pour lui. Il y a Difficile de d'autres penser qu'il jeunes ferait pire attaquants. que Ilonen, là. C'est ça. Donc, et son style de jeu est plus axé vers un rôle sur le troisième ou quatrième trio Ouais, qu'un exact. Ulonen. Donc, c'est pour ça que je me dis, tu sais, c'est le temps de donner leur chance parce que même à Laval, il va commencer à avoir de la congestion. Ouais. Tu sais, Luke Top vient de signer. Euh, Messard Florian sera Jacquard sûrement est là. Ouais. signé. Méchard s'en vient l'année prochaine. Owen Beck s'en vient l'année Beck, ouais. prochaine. Donc, déjà là, tu viens d'ajouter 5 joueurs. Tu as encore Riley Intéressant. Kidney, tu as encore Sean Farrell, tu as plusieurs. Donc, pour Il y a moi, du monde. il faut commencer à bouger parce que tu as besoin de commencer à faufiler de la qualité Ouais. au lieu de cette quantité. Mais il faut le voir et à Laval et à Montréal. Et je pense que cet été, je m'attends à plus qu'un échange ou une signature pour essayer de combler Compléter ce tout ça. besoin. Ouais. Ouais. Penchons-nous vers la défensive. Je veux aborder la paire Madison-Goulet qui affrontait constamment les meilleurs trios adverses. Puis là, je trouve qu'on ne donne pas assez de valeur à ce que Madison a fait cette année. Il a obtenu 11 buts, 62 points. Oui, la fiche de moins 24 est peu flatteuse, mais
commettait peut-être un peu trop souvent des revirements, des erreurs de position défensive. Mais la réalité, c'est qu'il jouait probablement trop. Là. Sa moyenne de jeu de plus de 25 minutes par match, c'est pas un défenseur qui peut avoir un aussi gros workload. Idéalement, dans ton équipe, peut-être un joueur de deuxième paire. Gourley qui a progressé dans sa deuxième année, là, malgré quelques petites erreurs, est bon dans toutes les facettes. C'est une paire qui, pour ce qu'elle est capable de faire, c'est bien débrouillé. Puis je pense qu'on a été un petit peu injuste à l'endroit de Madison. On veut l'échanger, mais je pense qu'il y a Ben, quand ça, même. je pense que l'échanger, le désir de l'échanger n'est pas à cause qu'il n'est pas aimé. Qui n'est Je pense que pas. c'est totalement. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que le monde Pour sa reconnaît sa valeur. valeur, reconnaît le fait qu'il joue dans une position qui fait en sorte en ce moment que sa valeur est à son apogée. Ouais. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais en connaissant Kent Hughes, je pense pas que ça va se passer, Non, c'est sauf son boy. de recevoir une offre que tu ne peux refuser. Ouais. Puis, tu sais, on en parle du moins 24, mais Eric Carlson a gagné le Norris l'année passée Ah oui. avec 100 points et un moins 26. Ouais. Tu sais, avec 100 points, même sortir un moins 26, ça veut dire qu'au moins, tu t'es fait marquer le, 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 Beaucoup de le, buts. le tiers, je te dirais plus que le tiers de tes buts à 5 contre 5 se sont retournés de ton bord aussi. Ouais. Je peux comprendre. Tu sais, c'est ça qui arrive quand tu es un défenseur offensif qui joue dans une équipe jeune. On l'a vu avec les Sharks l'année passée, on le voit avec le Canadien les 2 dernières années. C'est normal. La différence cette année versus l'année passée, c'est que l'année passée, le Canadien était meilleur à 5 contre 5. Donc, il y avait beaucoup moins du côté de Matheson. Tandis que cette année, c'était plus à l'avantage numérique qui roulait à cause que tu étais capable de réunir tout le monde sans avoir à faire face à tous les meilleurs joueurs défensifs des autres équipes parce que ça roulait. Ouais. Ça roulait, Ouais. roulait, roulait. Donc, je m'attends, encore une fois, on tourne la même chose. Je m'attends à une évolution dans son cas. Je pense que idéalement, un Matheson est un numéro 3 Ouais, dans ton équipe. exact. Je pense qu'il l'a prouvé. Euh, mais encore une fois, À court terme, ça, ça fait le travail. Là. c'est ça. 65, c'est quoi, 62 points? C'est quand même impressionnant. 62 points, ouais. Pour moi, c'est dans le territoire à Markov, ça. Exact. Markov, Veut, Subban veut dans leurs pas, meilleures années. Là. c'est ça, veut pas, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup, je pense que c'était dans le top 10 des meilleurs marqueurs Ouais. défenseurs de la Ligue nationale. Donc, pour moi, c'est très intéressant et je crois que, il y a plusieurs qui ont même peur qu'il n'y ait pas le même apport offensif. Même s'il est à 50 points ou 55 points, ce serait excellent. Parce que le monde ne va pas juste oublier quel joueur il est. Peut-être l'année passée, on se demandait, c'est-il un flash? Est-ce qu'il va être capable de suivre la cadence l'année prochaine? Mais là, il l'a prouvé. Ouais, Donc, vraiment. là, tu as une valeur sûre. Et je pense que c'est que tu l'échanges ou tu le gardes, c'est un atout excellent pour le Canadien de Montréal. Pour ce qui est de Gouli, par contre, Gouli, je ne suis pas trop confiant de le jouer à droite. Je pense que je comprends pourquoi ils le font, parce que c'est probablement le joueur dans Qui le peut top mieux le 4 qui est faire. plus qui peut mieux se muter. Ouais, Mais idéalement, il va jouer à la gauche. vraiment. Mais je pense que le Canadien, en le mettant à la droite, voulait, un, le donner le temps de jeu qu'il mérite, et Ouais. deux, se préparait au cas où il y avait une transaction de David Savard. Justement, venons-en de savoir le récipiendaire du trophée Jacques Beauchamp. Là, il va entrer la dernière année de son contrat. C'est un gars qui se dédie pour l'équipe. Hein. Il n'hésite pas à bloquer des lancers. Excellent avec les jeunes joueurs. Beaucoup aidé Jayden Struble, Arbor Xhekaj cette année. Fait peu d'erreurs, garde les choses simples. Et justement, Struble, c'en est un qui est arrivé un petit peu de nulle part pour jouer 56 parties. On ne s'attendait pas à ça au camp d'entraînement. Il a eu un très bon début de saison avec le Rocket. Finalement, oui, il y a eu certains lows, mais en gardant les choses simples, il a vraiment réussi à démontrer des belles choses, à prendre confiance en lui. Puis je pense que c'est quand même un élément positif cette année dans cette brigade. Des saisons un petit peu plus en montagne russe pour les autres défenseurs. Là, Arbor Xhekaj qui a annoncé qu'il a été blessé à l'épaule la majeure partie de l'année. Jordan Harris, Kovacevic, Barron ont tous rotationné. Barron s'est retrouvé à Laval où ça n'a pas si bien été que ça non plus. Donc, il y a du positif du côté de Savard. Mais nos jeunes joueurs, évidemment, il y a un apprentissage. Excuse-moi. Ouais. J'ai pourtant aimé la performance de Barron à Laval. Faut le dire. Ouais, Pour un mais gars qui selon, devait être
Selon certains, je me fie surtout à Jessica Lemay là, de Tout sur le hockey qui trouvait que parfois ses performances inconstantes. Inconstante, oui. Ouais, Ça y donc parfois, arrivait, ils pouvaient être très, très high, mais c'est ça. Il pour y être avait dans la Ligue 5 bons nationale, ça matchs, prend plus de constance. il y avait 5 bons matchs et un terrible, mais tout le monde va se souvenir du terrible. C'est C'est certain. ça. Mais Donc, je voulais tu sais, avoir ton opinion justement sur la saison en montagne russe, justement, pour nos jeunes défenseurs. Là, ça fait moi, partie de je dis, l'apprentissage, mais c'est ça moi, je pareil. dis good. Je Ouais, dis good. C'est exactement ce que tu veux. Je sais que le monde va dire, mais de quoi tu parles? Tu veux qu'il progresse? Oui, mais on l'a entendu, même Kent Hughes, il l'a dit l'autre jour. La progression, des fois, c'est pas linéaire. ouais, c'est Puis vrai. quand tu vas évaluer un joueur et voir s'il fit dans ce que tu veux construire, c'est qu'est-ce qu'ils font dans le bas de la montagne russe qui va vraiment dicter quel genre de joueur il est. Parce que s'il est capable de remonter la pente et revenir à une certaine cadence, même s'il y a un petit dip ici et là, c'est excellent, c'est ça que tu veux. Parce que c'est comme ça qu'ils vont apprendre, c'est comme ça qu'ils vont s'améliorer. Très peu de jeunes vont s'améliorer en ligne droite. On l'a vu avec Caulfield, pas une amélioration linéaire. Euh, je dirais même avec Suzuki, entre 2022 et 2023, pas mal la même chose en termes de performance, mais cette année, vraiment un apogée. Et la même chose avec Slavkovski. Slavkovski, une année écœurante en 2022, atroce en 2023 et à date excellente en 2024. Donc, jamais linéaire. Donc, pour moi, Ouais. c'est mieux que tu aies ces challenges en ce moment et que tu es capable de les surpasser, ces obstacles, que l'avoir bien et belle toute ta carrière jusqu'à temps que tu arrives à un vrai moment crux où tu as besoin de te surpasser et que tu n'as pas cette habitude-là de le faire. Pour terminer sur les défenseurs, considérant que Barron et Jacky, qui sont joueurs autonomes avec restriction, recevront une offre de contrat, on a potentiellement une dizaine de défenseurs qui pourraient jouer à Montréal l'année prochaine qui sont sous contrat LNH. On inclut là-dedans Lane Hutton et Logan Mayou qui peuvent facilement être envoyés à Laval. Les autres, on devrait passer par le ballottage. Je veux avoir ton opinion sur si tu vois un départ au niveau de la défensive et si oui, qui, selon toi, pourrait être l'agneau sacrifié, là, si on peut se permettre l'expression? Euh, hmm, hmm. C'est difficile parce que si on regarde l'organigramme du côté gauche, Jordan Harris, ça a de l'allure. Jaden Struble, ça a de l'allure, c'est certain. Du côté droit, je sais que ça va enrager une couple de personnes, mais un Mayu, ça a de l'allure. Ouais, ouais, Um, Justin Barron, ça a de l'allure. Je pense que ça serait plus Barron. ouais. Mais tout dépend de ce qu'ils font. Donc, ce que je dis, c'est si le Canadien repêche un défenseur, puis lancez-moi pas des tomates, là, mais si le Canadien repêche, exemple, Silayev ou un Dickinson ou un Parek, mais si c'est un Parek, est-ce que Lane Hutton devient disponible? Parce que c'est le même genre de joueur, mais un est Ouais. droitier, un est gaucher. Est-ce que si tu repêches un Silayev ou un Dickinson, est-ce que Goulet devient disponible? Parce que c'est le même genre de joueur. Mm. Donc, tu sais, c'est peut-être pas Silayev, Ça mais va plus dépendre de ce qu'on Dickinson. fait. Ouais. Ça dépend, tout va être relié un à l'autre. Ça me rappelle beaucoup du plan de stratégie de 2022 où ce que le Canadien commençait sa reconstruction. Le Ouais. monde demandait un centre, comme il est naturel. Quand tu fais une reconstruction, tu commences avec un centre. Ils ont choisi l'allié et tout de suite, ils ont fait l'échange pour Kirby Duck. Ouais, c'est vrai. Donc, il y avait leur centre via transaction, pas comme tout le monde le souhaitait, et un très bon joueur en Juraj Slavkovski. Je pense que tout le monde est content aujourd'hui. Donc, je Absolument. m'attends à quelque chose un peu de la sorte. Si c'est un gros nom, c'est à cause qu'il y a une grosse décision qui a été prise Ouais, juste avant ou exact. qui va suivre juste après. Terminons avec rapidement avec la position de gardien de but. On sait que le ménage à trois n'a pas été évident. Là. Ça fait en sorte que les trois gardiens n'ont pas joué aussi souvent qu'ils l'auraient voulu. Reste qu'après le départ de Jake Carlin, on a vu quand même les deux gardiens, Montembeault et surtout Primo, progresser, gagner du momentum. Ils ont régulièrement gardé leurs équipes dans les rencontres. Donc, je pense que sans avoir atteint un niveau de jeu élite, là, nos gardiens ont vraiment démontré de belles choses et surtout au niveau de Primo, c'était encourageant parce qu'il est arrivé au camp d'entraînement.
il avait connu des bons moments à Laval, mais à Montréal, ça avait été difficile. Et vraiment, il a gagné en confiance. Je pense que du point de vue mental, il a fait du travail extraordinaire dans la dernière année. Donc, je pense que l'année prochaine, on a un tandem qui est solide. On commence la saison avec nos deux gardiens. Il n'y aura pas vraiment de débat à moins d'une énorme surprise. Mais on est quand même en voiture à court terme, là, en attendant les Jacob Fowler puis peut-être Jakub Dobeš. Mais pour l'instant, on est bien situé à la position de gardien de but. Là. Ah oui, puis dans la Ligue nationale, je pense que c'est correct. Je pense que, on parlait du ménage à trois. Je pense que la seule personne à qui le ménage à trois a vraiment fait mal, c'était Jake Allen. Parce que pour moi, outre peut-être trois performances sur 22, je pense que Caden Primo a été excessivement solide cette saison, Ouais. même avec le peu de temps de jeu qu'il a eu durant la première moitié, on va se dire. Samuel Montembeault, je pense qu'il était excellent au début et j'adore Samuel Montembeault de base, mais il n'a pas connu une fameuse fin de saison, on Non, va se c'est dire. sûr. Donc, c'est toujours de voir cette balance parce que là, c'est le numéro un. On sait qu'il va jouer au-delà de 45 matchs la saison prochaine. Ouais. Donc, est-ce que Caden Primo est prêt pour que sa charge monte de 23 matchs à 38? 40 même s'il y a des blessures? C'est là que C'est je là veux qu'il voir. reste à Parce que voir. là, Ouais. on dit qu'on est correct. Mais là, s'il y a des blessures, est-ce que Dobesh va être prêt pour seconder? On ne le sait pas. Hein? Non. Dobesh a eu une très longue période pour se développer à Laval. Mais les derniers 3 mois, il a été absolument excellent pour Laval. Absolument Absolument. excellent. Puis il a joué, je pense, 22 de leurs derniers 23 Ah ouais, c'est matchs. fou. Donc, c'est débile. Donc, c'est le joueur qui va avoir joué le plus de matchs en termes de gardien et recrue dans l'histoire de la Ligue américaine Mm. après cette fin de semaine. Donc, oui, tout est bon là, mais pour moi, le vrai crux, la vraie priorité pour moi, côté organigramme, c'est un vétéran pour seconder et un bon, vrai vétéran pour seconder Jacob Dobeš Dommage. et que ce gardien-là soit sur un contrat Ligue nationale. Pour pouvoir le Parce rappeler. que pour être capable de le rappeler. Ou si ce n'est pas sur un contrat Ligue nationale, parfait, Ligue américaine, mais la porte est ouverte pour signer ce contrat-là, comme on l'a vu avec d'autres équipes dans la Ligue nationale cette année, Ouais. s'il y a un besoin. Terminons, Marco, avec un petit aperçu de ce qui pourrait se passer cette année. Je pense que, comme Jeff Gorton et Kent Hughes l'ont mentionné il y a quelques jours, l'été 2024 va être important pour eux, mais ça va principalement être l'été de 2025 qui va être le plus, où le plus gros de leur travail se situera. Je pense que réalistiquement, il y aura peu de changements à l'alignement pour l'année prochaine. On a parlé de peut-être que quelques noms ici et là, mais les principaux joueurs autonomes le sont pour la fin de l'année 2024-2025. On parle de Armia, on parle de Dvorak, on parle de Savard. Donc, quelques petits changements possiblement à prévoir cette année. Peut-être une acquisition en marge du repêchage pour aller chercher un attaquant explosif. Mais je ne pense pas qu'on va amener beaucoup de pièces au casse-tête. Reste que c'est quand même une belle progression. On a vu Lane Hutton en fin de saison, on a vu Logan Mailloux pour un match. On a des très, très belles choses qui s'en viennent à Montréal à court et moyen terme. Donc, même si en 2024-2025, on va espérer une petite progression, je pense que ça serait quand même beaucoup de demander les séries pour l'année prochaine. Reste qu'on veut s'y rapprocher. Et je pense qu'avec les éléments qui sont en place, les jeunes qui progressent, la direction qui semble avoir une mentalité claire, on risque d'y parvenir. Et je pense que, pour résumer le tout, le Canadien, avec ces éléments en place, sont en bonne position. Là. On est dans un progrès clair. Là. Ouais, écoute, je serais surpris si le Canadien pige encore dans le top 10 l'année prochaine. Ouais. Sauf si il y a quoi qui se passe avec le choix de Calgary. Ouais. Mais avec leur choix, je serais surpris. Et avant que je me fasse corriger par tout le monde, je sais que la Floride doit manquer les séries et que Calgary doit finir dans Calgary le a bas son choix 10 pour que protégé. ça l'arrive, je le sais, mais On ne des sait pas ce choses qui peut se arrivent passer. dans la Ligue nationale On ne sait pas ce qui peut et se des passer. choses arrivent. Donc,
je ne le vois pas. Je pense que les Canadiens vont être dans la course jusqu'au, jusqu'à la date limite des transactions. Je pense Intéressant. que vraiment, je vois la même image en termes de qu'est-ce qu'ils ont fait cette année. Je le vois à une équipe qui ressemble à ce que, mettons, le Wild du Minnesota a fait cette année. OK. Euh, je dirais pas les Sabres de Buffalo parce que c'est tabou, puis ils n'ont pas vraiment Les été dans Red le Wings ont tour. progressé quand même, même s'ils ont plus de vétérans. Là, Mais les mais Red Wings, c'est exactement pour ça que j'aimerais pas suivre le modèle des Red Wings. ouais, ils ont J'aimerais pas trop. voir le CH suivre le modèle des Red Wings parce qu'eux autres, la seule raison qu'ils ont été aussi proches que ça, oui, c'était la bonne évolution d'un jeune comme Lucas Raymond, Raymond, mais ouais. c'était aussi sur le dos de plusieurs agents libres qui ont été signés. Absolument. Je parlais Qui, au niveau du pointage et au classement. mais Là. du pointage, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que ça serait dans cette zone-là, mais je Ouais. pense pas que les Canadiens vont détenir une place en série durant la saison pour un long terme, là, parce que Détroit était dans le portrait des séries pendant au moins une vingtaine de matchs. Je m'attends à ce qu'il soit autour, qu'il arrive proche et qu'il pige entre 11, 11 et 15. Exemple. Mm. Si tout le monde reste en santé, s'il n'y a pas de super drame, parce que outre New Hook et Doc, il n'y a pas eu de gros joueurs blessés cette année pendant une longue période, donc quand même assez bon. C'est difficile de prévoir si on n'a pas vu les changements que le Canadien s'apprête à faire, mais Effectivement. je serais très, très surpris si le Canadien n'ajoute pas un morceau assez important côté de l'attaque cet été. Je pense qu'ils l'ont dit, ils vont regarder qui est dispo, qui n'est pas, qui est pas dispo. Je pense que déjà, on peut parler d'un gars comme Martin Nitzas Martin en Nikas, ouais. Caroline. Ouais, lui, ça parle déjà qu'il va être dispo. Donc, c'est une option. Il y a Mm. d'autres jeunes qui pourraient être dispo, exemple des Alex Holtz, des Kent Johnson, Ouais. même un Trevor Zegras, qui a très bien fini l'année, selon moi. Donc, il y a des options. Il y a plusieurs options. Ça va être la question, est-ce que le timing est correct et est-ce que le fit est bon avec le joueur? Si il y a une transaction comme ça va brouiller les cartes. Marco, je te remercie énormément pour ta participation, pour ton apport. Euh, Maintenant, la fin la saison de la LNH était terminée, les séries commencent, mais la saison du Canadien est terminée. Pour toi, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de visionnement scouting en vue du repêchage qui va commencer. Donc, c'est une saison excitante qui commence aussi alors que l'une termine. Donc, beaucoup de choses intéressantes qui s'en viennent. Je vous invite à suivre Marco sur Twitter, à lire ses articles sur Montreal Hockey Now. Euh, du contenu très intéressant là, à l'approche du repêchage de ta part qui s'en viennent. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ta participation. C'est vraiment très, très apprécié. On a eu une belle saison 2023-2024 du Canadien et comme on le dit, là, des belles choses qui s'en viennent à Montréal. Fait un gros merci encore une Absolument. fois. Absolument. Écoute, c'est un plaisir. Puis pour les partisans, écoute, c'était intéressant. Ils se sont battus contre le désir de plusieurs partisans qui voulaient finir plus bas dans le classement. Ouais, Ils se sont battus jusqu'à la fin et ont fini quand même par avoir le fameux, on a eu ce qu'on la voulait. fameuse cinquième place. Exact, parce que moi, le Columbus, ça se rattrape pas. Non, mais non. Anaheim, ils ont fait ce qu'ils ont, selon moi, auraient dû faire. Je pense Ouais. que c'est un win-win quasiment partout. Là, ce que je souhaite aux partisans canadiens de Montréal, c'est qu'il y ait un été pas nécessairement hyper chargé. Je m'attends à ce que ce soit en 2025, Bon personnellement. attaquant au Mais, repêchage. mais bon, on va avoir un bon repêchage, des Mm. échanges assez intéressants et peut-être même des signatures de joueurs qui sont des agents libres avec restriction ou qui vont devenir des agents libres avec restriction. Je parle de Caden Gooley et Ouais. Juraj Slavkovski. Fait que Marco, je te On verra remercie que ça beaucoup. donne. Je te remercie beaucoup encore une fois pour ta participation au temps d'arrêt. Puis on te suit sur les diverses plateformes dans les prochaines semaines. Puis on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt. Merci d'être là. Bonne journée.